infiniment, Élodie. Merci à tous. Bonjour. Donc, je suis là pour vous parler des protéines. J'ai vu un collègue qui en a parlé un petit peu avant, mais moi, je vais vous en parler d'une façon un petit peu différente. Pardon. Donc, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment elles sont faites les protéines. Vous voyez? Le pointeur ne marche pas bien. Bon, c'est pas grave. D'accord. Bon, on va faire autrement. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment sont faites les protéines au niveau moléculaire. D'accord? Et vous allez voir que vers la fin, on va arriver à découvrir une partie de la musicalité qui est cachée au sein de ces molécules. Donc, les protéines sont un des constituants des cellules de différents organismes. Ils ont des fonctions très différentes. Ils sont très utiles. Si vous respirez actuellement, c'est grâce à des protéines. Et si votre cœur bat, c'est aussi grâce à des protéines. Et si je vous parle en direct aujourd'hui, c'est aussi grâce à ces protéines. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même s'ils sont très utiles, les protéines, parfois, ils peuvent aussi provoquer des maladies, comme le cas de cette vache ici, à qui on va poser une question, qui est une question palindromique, en fait, qu'on peut lire dans les deux sens. Et ça va la vache? Vous avez vu? Eh bien, la réponse de cette vache est non. Cette vache ne va pas bien, elle est malade à cause de cette protéine qui est représentée ici, et avec laquelle nous allons faire connaissance, mais à la fin de l'exposé. Donc les protéines sont l'un des trois constituants organiques du vivant. Parmi ces constituants organiques, il y a les sucres, il y a aussi la graisse. Et les protéines sont l'une des composantes des cellules de notre cerveau, comme les neurones, mais aussi de micro-organismes comme les bactéries ou la levure du boulanger pour faire du bon pain. Il y a plein de protéines dedans aussi. Et on en trouve aussi dans l'univers des virus, comme le virus de la grippe. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est plutôt comment sont faites les protéines au niveau moléculaire. Et à ce moment-là, j'aurais aimé avoir la petite voix que vous connaissez bien dans l'émission culte « C'est pas sorcier », mais malheureusement, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais j'ai ma fâche psychédélique qui pose cette question. Et si on faisait appel à de la musique pour expliquer comment sont faites les protéines? D'accord? Et ensemble, on va faire ça. Vous allez voir que c'est une idée qui n'est pas si bête que ça, même si elle vient d'une vache un petit peu psychédélique. Alors, vous savez tous, pour faire de la musique, on a besoin de notes de musique. On a besoin pour faire très simple, je ne suis pas musicienne du tout, on va dire on a besoin de 7 notes de musique, qui sont les notes naturelles. Avec ces 7 notes de musique, un compositeur de génie est capable de faire une composition musicale comme celle-ci, et avec les mêmes 7 notes de musique, un autre compositeur de génie est capable de faire tout à fait autre chose. Une composition comme ça. Il y a différents éléments qui caractérisent une partition musicale. Aujourd'hui, on va faire appel à 2 d'entre elles simplement. La première, c'est l'ordre dans lequel les notes apparaissent. Ils sont spécifiques à chaque composition musicale. Et le deuxième élément qui caractérise une partition musicale, c'est le nombre total de notes qui composent une partition musicale. Celle-ci, elle est courte, elle dure 4 minutes 1 seconde, quelques centaines de notes. Celle-ci, elle dure 2h45, des milliers de notes, mais avec les mêmes éléments aux bases. Et bien pour les protéines, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a un petit bémol, puisqu'on parle de musique, et le bémol est celui-ci. Là, on a 7 notes de musique. Pour faire des protéines, on a besoin de 20 éléments de base, des unités élémentaires qu'on appelle des acides aminés. Voilà. Il faut les imaginer comme des perles de couleurs différentes. Il y en a 20 dans la nature qui sont toutes utiles pour faire des protéines. Eh bien, ces acides aminés, on les connaît tous. Ils ont un nom et ils ont aussi une lettre qui est attribuée de façon universelle par les scientifiques pour des raisons de simplicité. Et aujourd'hui, on va fabriquer une protéine ensemble à partir de ces billes, de ces perles, pour faire un collier de perles. Eh bien, pour faire une protéine, c'est un enchaînement, je vais mettre ici, c'est mieux, dans un ordre bien précis de ces acides aminés, de ces notes, l'équivalent de notes musicales, qui sont spécifiques à cette protéine, et avec le nombre total d'acides aminés qui est extrêmement précis aussi. Donc, il y a un ordre d'acides aminés, un nombre total qui est aussi bien défini. Et donc, cette protéine, une fois qu'on l'a synthétisée dans la cellule, qui est représentée ici, elle ne va pas rester linéaire, ou bien comme un collier de perles amorphe, comme ça. Cette protéine, elle va se structurer dans l'espace.
Vous voyez ici, elle va s'organiser dans l'espace. Elle va avoir une forme, on appelle ça dans la science une structure tertiaire ou une conformation. Donc la géométrie spatiale de la protéine est très importante. Cette protéine ne peut fonctionner que si elle adopte une forme qui lui est spécifique, grâce à la séquence d'acides aminés et le nombre total d'acides aminés. L'hémoglobine, pour qu'elle fonctionne normalement, il faut qu'elle soit agencée dans l'espace avec une certaine architecture. Eh bien, cette protéine-là, donc pour résumer, une protéine, comme une partition musicale, est constituée d'une suite bien définie d'acides aminés et d'un nombre total d'acides aminés bien défini. Donc vous avez compris, hein, vous allez me dire maintenant, monsieur, si on donnait une note de musique à un acide aminé, on va pouvoir transférer cette information d'acide aminé vers une composition musicale. Et là, il y a un deuxième bémol, qui est, on avait dit qu'on avait besoin de 7 notes de musique, alors que les acides aminés, il y en a 20. Nous, les scientifiques, on aime bien classer les choses. Du coup, les acides aminés, on peut les classer dans des sous-groupes, parce qu'il y en a certains qui ont des propriétés similaires. Il y en a certains qui n'aiment pas l'eau. Ils ont la phobie de l'eau, on les appelle des acides aminés hydrophobes. D'autres, ils sont un peu électriques, donc ils ont une charge négative ou positive, etc. Donc si on fait des groupes, 7 groupes d'acides aminés, on va attribuer une note de musique à chaque groupe. Une fois qu'on a fait ça, on va découvrir la musique de notre protéine qu'on a synthétisée ensemble, qui est ici. Et donc la musique, ça sera donc si, sol, fa, mi, fa, etc. Et maintenant, on est prêt à écouter la musique d'une vraie protéine. Et pas n'importe laquelle. Là, il s'agit de la protéine qui a rendu ma vache malade tout à l'heure. Et cette vache qui est ici, elle est malade à cause de cette protéine. Elle est touchée par une maladie que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait le grand Charles, parce que c'est la maladie de la vache folle. Elle va peut-être bouger ou pas, j'en sais rien. Et voilà. Donc, c'était la maladie de la vache folle, c'est celle-ci. La maladie de la vache folle est due à un agent pathogène qui est une protéine, la protéine du prion, qui est ici. Elle est responsable aussi de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme et la tremblante du mouton chez le mouton. Et donc, la maladie apparaît à partir de la transformation de cette protéine du prion qui est normale, qui existe chez tout le monde. Par contre, chez les animaux malades ou les humains malades, elle va se transformer, elle va changer de forme, d'apparence spatiale. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'architecture spatiale. Elle va passer de cette structure où il y a beaucoup d'hélices et quelques feuillets bêta, là, on appelle ça un peu comme les soufflets d'un accordéon, vers cette forme où il y a surtout des plissements, comme le soufflet d'accordéon. Celle-ci, elle tue les neurones et provoque des trous dans le cerveau. C'est pour ça qu'on les appelle des maladies spongiformes. Le cerveau devient comme une éponge. Et grâce au travail de 2 collègues américains, Marianne Clark et John Dunn, ils ont créé un algorithme qui permet de transférer l'information d'acide aminé de la protéine vers une information musicale qu'on va écouter immédiatement les 40 premières secondes. Et juste, voilà. Il y a des séquences qui se répètent, on va les retrouver. Un peu plus fort. Merci, Mohamed. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, c'est plus joli à écouter qu'à voir sur la vache. Hein. Voilà, je vais laisser après. Bah, je vous invite, regardez, donnez-moi la zapette. Hein, je vous invite à rejoindre Fred qui vous attend au bar de la science pour discuter de tout ça. Merci Mohamed beaucoup. Moudjou, bravo, venez nous rejoindre. On est au bar de la science, toujours avec Frédéric Restagno du CNRS, avec Romain Duval de l'IRD. Comment ça vous est venu à l'esprit cette idée de mettre des protéines en musique ? Il y a longtemps que j'avais envie de faire ça parce qu'en fait, c'est la même chose. Hein. Vous avez vu que c'est le même principe qui régule la musique que les protéines. Bah On oui, a vous besoin l'avez bien d'éléments de expliqué. base et une séquence qui se suit et un nombre total. Donc voilà. Donc quand j'ai cherché à faire ça, en fait, ça a déjà été fait par pas mal de personnes auparavant. Les Américains, les Japonais se sont intéressés à ce genre de questions. Ils ont trouvé des choses extrêmement intéressantes. Vous êtes un artiste, hein, vous touchez à la musique, vous touchez aussi beaucoup au dessin. D'ailleurs, les dessins qu'on a vus derrière vous, c'est vous qui les créez. Absolument, c'est des dessins personnels. J'aime bien faire ça avec simplement un stylo d'une marque à 3 lettres qu'on ne va pas citer aujourd'hui. Et tout ça pour transmettre des messages de science, pour faire de la pédagogie souvent. Souvent aussi, oui, mais pas que ça. D'accord. Alors, vous êtes artiste, vous êtes ingénieur
de recherche à l'INRA. Votre travail porte, on l'a bien compris, sur les maladies à prions. Vous les avez citées, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de la tremblante du mouton. Ces maladies, la maladie de la vache folle dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années, est-ce qu'il y a encore des cas qui se développent, qui existent? Il y en a très très peu maintenant. En Europe en tout cas, en France, même en Angleterre, le pays le plus touché, il y en a vraiment quasiment presque un cas tous les 1 ou 2 ans en France en tout cas. D'accord, mais alors ce qui est très mystérieux avec ces maladies à prions, c'est qu'elles apparaissent comme ça d'un seul coup. On ne sait pas trop d'où elles sortent et vous m'expliquiez que là, il y en a une qui apparaît et qui est outre-Atlantique et qui vient s'implanter en Europe. Il y a déjà une maladie qui touche les cervidés, hein, les élans, les wapitis, aux États-Unis depuis très longtemps. Et en Europe, il n'y en avait pas. Jusqu'à 2016, en avril 2016, les premiers cas sont apparus en Norvège. Voilà. Et donc, c'est une maladie qu'on appelle la maladie du dépérissement chronique des cervidés, qui est une maladie à prions extrêmement transmissible et contagieuse. Et donc, on est en train de surveiller ça dans les pays scandinaves pour qu'elle ne soit pas répandue dans toute l'Europe. D'accord. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur un point. Vous avez eu le prix Alfred Kastler de la Fondation Droit Animal. Alors, quand on est chercheur et on a le prix de la Fondation Droit Animal, c'est qu'on fait beaucoup de bien aux animaux. Vous avez réussi, avec 2 de vos collègues, à mettre au point une technique qui permet, en fait, de réduire considérablement l'utilisation. Alors, vous utilisez des souris de laboratoire. Expliquez-nous clairement ce que vous avez fait. En fait, c'est une technique qui a déjà été mise au point par un collègue chilien qui travaille aux États-Unis. Nous, on a beaucoup amélioré à différents niveaux et puis surtout très efficace. Donc, c'est une technique qui utilise simplement, par exemple, le cerveau d'une seule souris pour multiplier le prion dans des tubes à essai. Parce que normalement, vous prenez un prion et vous allez forcément le tester sur plusieurs souris, plusieurs cerveaux. Absolument. Donc l'intérêt de la méthode, c'est qu'au lieu d'utiliser des animaux vivants pour tester les échantillons s'ils sont infectieux ou pas, on utilise, par exemple, pour des expériences, 400, 500 souris pour une seule expérience. D'accord? Et il faut attendre des années. Alors qu'avec 400 à 500 souris avec pour cette une technique, expérience. le cerveau d'une seule souris, qui n'est pas vivante en plus, on va la sacrifier et prélever le cerveau, ce cerveau-là, il va remplacer l'utilisation de 400 souris, par exemple, dans certaines expériences. On est allé un peu plus loin, c'est pour ça qu'on a eu aussi ce prix, c'est parce qu'au lieu d'utiliser le cerveau d'une souris, on est capable, pour certaines souches de tremblantes, de n'utiliser que des lysats de cellules en culture, même pas de cerveau d'animaux. D'accord. Voilà. Donc là, on est dans ce qu'on appelle l'application de la règle des 3 R en expérimentation animale, remplacer, réduire et raffiner les conditions expérimentales. Donc là, on est dans les 2 R, réduire et remplacer parfois l'utilisation des animaux. D'accord. Et en plus de ça, le développement des maladies à prions, normalement, sur les animaux, ce développement met beaucoup de temps. Oui, la durée d'incubation chez les vaches, c'est de moyenne 5 ans. Donc, si vous vouliez faire des études, il vous faudrait une période de 5 ans. Absolument. On Et n'en même sort sur pas. les souris. Alors, sur les souris, Sur les souris, on a fait des souris, ce qu'on appelle des souris transgéniques. Oui, il Au faut lieu de expliquer. travailler sur l'humain, on va prendre une souris et on va lui faire exprimer la protéine du prion normale parce qu'elle est nécessaire, humaine. Donc on aura des souris humanisées Humanisées. pour le prion. Et dans ce cas-là, on va l'utiliser comme modèle. Mais même là, la durée d'incubation peut être de plusieurs mois, voire des années. Avec notre technique, on fait ça en 48 heures. D'accord. Donc, votre technique a permis de ne plus utiliser d'animaux Je dirais pas plus, mais en tout bah, cas, enfin. réduction drastique. drastiques et de faire des tests extrêmement rapides, ce qui est très très important pour pouvoir diagnostiquer ces maladies. Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Eh bien, bravo.